Et bienvenue à cette session enregistrée Français de base pour la conférence OMLTA été 2021. Je m'appelle Antonia Sétine. Je suis formatrice d'ELF et conseillère pédagogique au palier élémentaire. Pour mon travail, j'apprends avec les enseignants au palier élémentaire et secondaire pour bâtir nos pratiques pédagogiques en français langue seconde. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Français de base 101. Plus de résultats, moins d'efforts. L'enseignement du français de base vous épuise-t-il? Voyons voir ce que nous pouvons faire pour travailler plus efficacement et non pas plus longtemps. Dans cette session, nous allons pratiquer l'enseignement des structures de phrases et du vocabulaire pour amener les élèves à parler en français tous les jours. Nous allons partager des idées pour faire parler et bouger les élèves qui gigotent et les élèves réticents. Nous allons voir comment adapter les tâches actionnelles pour faciliter notre planification dans les classes simples et jumelées, ainsi que pour différencier pour les élèves à différents niveaux. Enfin, nous allons découvrir comment préparer du matériel avec nos élèves afin que nous ayons toutes les ressources dont nous avons besoin. Nous tenons d'abord à souligner que les territoires sur lesquels nous sommes rassemblés font partie du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe-Algonquin et nous rendons hommage à leur héritage et à l'héritage de toutes les Premières Nations du Canada, Miigwech. Nos programmes de français langue seconde touchent à tous les élèves de l'Ontario et tous les élèves possèdent les caractéristiques d'apprenants de langue, comme vous pouvez voir sur la liste. Lorsque nous pensons à nos élèves dans le programme français de base, en particulier, nous leur devons de nous rappeler que tous les élèves sont capables et peuvent réussir à parler d'autres langues. D'autant plus, les élèves apprenant l'anglais langue seconde possèdent déjà des stratégies d'apprentissage de langue et, avec l'appui de nos enseignants français langue seconde, qui sont en fait des experts d'apprentissage langagier, des spécialistes, nos élèves ont toutes les chances devant eux. Je vais vous demander, pour commencer, un petit moment de réflexion. Arrêtez l'enregistrement quelques minutes pour vous poser les questions suivantes. Quelles sont les stratégies gagnantes que vous utilisez en salle de classe avec vos élèves? Et qu'est-ce qui vous aide à survivre dans la classe français de base? C'est vrai qu'enseigner le français de base doit être une des tâches les plus difficiles en tant qu'aménagement de temps, accès aux ressources humaines ainsi que pédagogiques, etc. Et les défis sont nombreux. Mais vous avez aussi les perspectives, l'expérience et la volonté d'apprendre qui vous serviront et qui serviront à vos élèves. Je vais d'abord partager avec vous mes 5 top ressources essentielles que j'aime partager avec tous les enseignants de français de base. Commençons avec le numéro 5. C'est le Guide to Reflective Practice for Core French Teachers. Ici, vous allez à des modules, il y en a 6 modules pour tous les sujets pertinents pour le français langue seconde et pour tout apprentissage langagier d'ailleurs. Alors, je vous invite d'explorer. Ça, c'est le site numéro 5 ou la ressource numéro 5. La ressource numéro 4, c'est Idelo. Idelo a plus de 15 000 ressources, des vidéos que nous pouvons utiliser en salle de classe avec nos élèves, ainsi que des fiches pédagogiques pour les accompagner et des guides, des cycles d'apprentissage. Il y a un petit peu de tout chez Idelo. C'est une mine d'or pour les enseignants de français langue seconde. Ensuite, numéro 3, c'est le guide
ontarien du nouvel enseignant de français à langue seconde. Mais même si le titre dit de nouvel enseignant, en fait, il y a beaucoup que nous pouvons utiliser, même comme enseignant expérimenté, pour persévérer et progresser dans la classe de français langue seconde. Alors, dans ce guide, il regarde 11 différents scénarios de ce que nous pouvons faire pour survivre en salle de classe et ce que nous pouvons faire pour persévérer. Ensuite, notre ressource numéro 2, c'est Transformons FSL. Ça, c'est un site du ministère de l'Ontario où vous allez pouvoir trouver beaucoup de choses pour vous aider, des ressources, des plans de leçons, des documents, des exemplaires de travail d'élèves. Et moi, je trouve le plus facile, c'est de descendre ici en bas et regarder le plan du site. C'est là où vous allez voir vraiment tout ce qui peut se trouver ici sur le site pour vous appuyer pendant que vous enseignez et planifiez et évaluez pour vos salles de classe en français, français de base et français immersion aussi d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêts pour la ressource numéro 1 pour le français de base? C'est le curriculum. Le curriculum français langue seconde de l'Ontario. En examinant la vision et les buts pour les programmes français langue seconde en Ontario, dans le curriculum français langue seconde, on peut constater que l'emphase est mise sur le développement des capacités de communication et de la confiance de pouvoir communiquer en français. Nous voulons des élèves qui aient une appréciation de l'importance de la langue et de la culture française pour pouvoir devenir citoyens actifs au niveau international. Nous devons alors les appuyer en leur offrant le plus d'occasions de pratiquer leur capacité langagière dans des contextes authentiques qu'ils vont rencontrer à l'extérieur de la salle de classe aussi bien que dans la salle de classe. Nous pouvons leur proposer alors des tâches actionnelles où ils vont devoir résoudre des problèmes et apprendre en collaboration avec les autres en interagissant de façon positive. Nous pouvons offrir des occasions de réflexion où ils vont apprendre leurs forces et leurs besoins, où ils vont voir le progrès qu'ils font comme dans un portfolio langagier. Nous pouvons créer un environnement d'apprentissage sans risque et nous pouvons enseigner des structures de phrases nécessaires et des stratégies gagnantes pour encourager la pensée critique. Allons voir comment enseigner les structures de phrases et le vocabulaire. Comme conseillère pédagogique, le problème qu'on entend le plus souvent, c'est que les élèves parlent en anglais. La question qui vient le plus souvent, c'est comment est-ce qu'on les fait parler en français? Pour un exemple de comment mener une leçon d'enseignement des structures de phrases en utilisant l'approche neurolinguistique, je vous invite à écouter ma session sur la grammaire en contexte. Je vous assure que cela vaut la peine et que cela va vous sauver beaucoup de travail et de frustration. Pour résumer ici, je vais vous partager les étapes. Alors, d'abord, il faut enseigner de façon explicite la structure de phrase et l'utiliser dans un contexte approprié. Donc, on va modéliser plusieurs fois la structure de classe qu'on veut que les élèves apprennent. Ensuite, on va questionner quelques élèves. Lorsque nous avons enseigné la structure de phrase, maintenant, on peut poser la question pour que les élèves répondent en utilisant cette structure de phrase. Une fois que quelques élèves ont répondu, on va demander à d'autres élèves et ils vont poser la question à leurs amis. Ensuite, nous allons avoir 2 élèves qui vont modéliser devant la salle de classe une conversation en utilisant la structure de phrase apprise.
Et ensuite, les élèves vont se questionner en diade. Alors, ils vont travailler avec un partenaire pour avoir une conversation où ils utilisent la structure de phrase apprise. Ils vont changer de partenaire et avoir l'occasion d'avoir une autre conversation en utilisant les structures de phrase. Donc, ils vont avoir plusieurs occasions d'utiliser la nouvelle structure de phrase apprise. Finalement, l'enseignant va poser des questions sur les réponses des partenaires pour nous assurer que les élèves ont bien écouté et peuvent nous expliquer ce que leurs partenaires ont dit. On peut répéter les étapes si nécessaire, mais c'est important de suivre par étapes. Pourquoi est-ce que cette approche marche? C'est parce que c'est basé sur les recherches sur comment on apprend les langues et cela emploie le principe de transfert graduel de responsabilité. En ce qui concerne l'apprentissage des langues, on commence par l'oral pour que les élèves apprennent comment bien prononcer l'énoncé et comment l'adapter pour leurs besoins. Après, ils vont pouvoir le lire et le prononcer comme il faut pendant la lecture et ensuite l'écrire, mais d'abord, il faut commencer par l'oral. Comme marche à suivre, on commence avec la création d'un besoin et on enseigne explicitement la phrase à utiliser. De plus, on enseigne la réponse à la question avant de poser la question pour que l'apprenant sache comment répondre à la question. Ensuite, il faut faire la modélisation et la pratique partagée où nous allons faire la correction de la structure de phrase tout au long de la leçon. Nous allons aider les élèves avec le vocabulaire, mais nous allons insister sur l'usage correct de la structure de phrase pour que l'élève fossilise bien de la bonne façon. Finalement, il y a la pratique guidée et de nombreuses occasions de pratique. Pendant que les élèves parlent avec leur partenaire, vous allez remarquer que tout le monde participe, que tout le monde parle en français et que même les élèves que vous n'avez entendu prononcer mots tout le long de l'année vont participer. J'ai parlé de l'importance de suivre les étapes. Si on saute des étapes, c'est moins efficace parce que les apprenants ont besoin de chaque étape pour bâtir leur confiance et leur capacité langagière. L'approche neurolinguistique, c'est le comment les faire parler en français. Peu importe le niveau de français, on peut commencer par une structure de phrase simple, comme « je veux » ou « je peux », ou on peut utiliser des structures de phrases plus complexes, comme « il faut que » et « il serait important de ». Où est-ce qu'on peut trouver des idées de structures de phrases à enseigner? Déjà, dans le curriculum, on propose beaucoup de structures de phrases justement pour le français de base. Ici, vous allez avoir un document où j'ai retiré toutes ces structures de phrases du curriculum de français de base et donc vous pouvez choisir là-bas. Aussi, quand vous faites les tâches actionnelles avec vos élèves et que vous créez des sous-tâches, vous pouvez déterminer quels sont les mots de vocabulaire que les élèves ont besoin pour effectuer cette tâche. Et troisième endroit où trouver des structures de phrases à enseigner, c'est chez vos élèves. On peut les écouter pour voir qu'est-ce qu'ils disent en anglais, qu'ils devraient le dire en français, qu'est-ce qu'ils disent mal, ou qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire, mais qu'ils ne savent pas dire. Alors, ceci va nous aider à déterminer quelle structure de phrase enseigner à nos élèves. Arrêtez l'enregistrement ici pour réfléchir à comment l'approche neurolinguistique peut rendre ma tâche d'enseignant plus facile. Passons maintenant à l'enseignement des mots de vocabulaire. Lorsque vous décidez du vocabulaire dont les élèves ont besoin pour effectuer une tâche ou pour les soutenir dans leur apprentissage, ciblez un mot ou quelques mots à la fois et non pas toute une liste. Par exemple,
Je vais vous donner un exemple que j'ai utilisé en salle de classe cette année quand j'ai fait la suppléance en mode virtuel. Et l'enseignant voulait que les élèves parlent de comment était leur monde autrefois. Ben déjà, ils ne comprenaient pas qu'est-ce que c'était autrefois. Et alors, c'était un mot parfait à cibler pour l'enseignement du vocabulaire. Alors, je vais faire comme si vous êtes mes élèves. Aujourd'hui, nous allons apprendre le mot autrefois. J'aimerais que vous prononciez avec moi le mot autrefois 3 fois. Vous êtes prêts? Autrefois, autrefois, autrefois. C'est un mot pour décrire ce qui se passait dans le passé. Autrefois veut dire dans le passé. Mais pas hier, loin, loin dans le passé, quand ma grand-mère était jeune. Imaginez, ça c'est vraiment loin dans le passé. Je vais maintenant utiliser le mot autrefois dans une phrase et vous allez dire le mot autrefois dans la bonne classe. On commence. Ma grand-mère était une fille autrefois. Autrefois, on utilisait les chevaux pour le transport. Autrefois, les écoles étaient des maisons d'une salle. Maintenant, je vais demander à quelques élèves d'utiliser le mot dans une phrase. Pensez à une phrase. Maintenant, je vais demander aux élèves de parler avec un partenaire et de partager leur phrase avec le partenaire. Une fois que nous avons travaillé le mot de vocabulaire autrefois comme ceci, nous avons regardé la vidéo sans bande sonore et on a simplement regardé les images pour identifier les aspects de la vie dans le passé. Devinez ce qui était la structure de phrase qu'on a utilisée. Autrefois, on voyait des, mais aujourd'hui, on voit des. Par exemple, les élèves ont dit autrefois, on voyait des chevaux, mais aujourd'hui, on voit des voitures. Autrefois, on voyait des jeux de société. J'ai aidé avec ce mot de vocabulaire. Mais aujourd'hui, on voit des jeux vidéo. Autrefois, on voyait des constructions de bois, mais aujourd'hui, on voit des constructions de plastique. Devinez ce qui est arrivé. Nous avons, en plus d'apprendre la structure de phrase, nous avons utilisé la grammaire en contexte. Nous avons utilisé l'imparfait. Voilà. Alors, après avoir enseigné ce mot de vocabulaire et la structure de phrase, nous avons écouté la vidéo et devinez quoi? Les élèves ont compris ce qui se passait et on a pu parler de ce qui est arrivé dans la vidéo par la suite. Toute une leçon à partir d'une seule vidéo, une seule ressource et un mot de vocabulaire. C'est de la magie? Non. C'est l'enseignement explicite intentionnel d'un mot et d'une structure de phrase à la fois pour que l'apprenant l'utilise tout de suite dans un contexte authentique. Par la suite, lorsque nous avons appris le mot et la structure de phrase à l'oral, s'il y en a besoin et intention, on peut les utiliser pour écrire une page dans un livre de classe sur la vie d'autrefois. On peut l'utiliser pour écrire une ligne de temps ou une histoire. Et lorsque les élèves écrivent, on veut toujours leur laisser la chance de lire qu'est-ce qu'ils ont lu et qu'est-ce que les autres ont lu. Nous allons revenir sur cette idée plus tard aussi. Alors, où est-ce que nous allons trouver des mots de vocabulaire? Déjà, dans le curriculum, on peut voir dans le contenu des autres matières quels sont les mots nécessaires pour faire l'apprentissage dans ces matières. Dans les tâches actionnelles, alors, lorsque nous avons ciblé une structure de phrase, quel est le vocabulaire dont l'élève a besoin pour pouvoir l'utiliser? Et encore une fois, nous allons écouter les élèves. Qu'est-ce qu'ils disent en anglais? Qu'est-ce qu'ils disent mal?
et qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire. Vous allez maintenant arrêter l'enregistrement pour penser à comment est-ce que cette démarche pour le vocabulaire peut rendre ma tâche d'enseignante plus facile. Maintenant, nous allons parler de faire bouger et parler les élèves. On va voir comment les actions, les images et les stratégies peuvent nous aider pour faire parler nos élèves. Le CECR, le cadre européen commun de référence de langue, est un gros volume important et sur lequel est basé notre curriculum conçu pour l'apprentissage, l'enseignement et l'évaluation de la langue ciblée. Le CECR prône la communication et l'interaction orale pour l'apprentissage des langues. Dans ce continuum, vous allez voir en blanc du côté gauche les meilleures pratiques que nous devrions viser dans nos salles de classe. Du côté droit, c'est l'enseignement traditionnel, l'enseignement qui était en place lorsque nous apprenions le français ou d'autres langues étrangères à l'école. Prenez quelques minutes pour vous situer dans ce continuum. Où est-ce que vous vous trouvez? Tout le monde apprend et tout le monde se trouve quelque part sur le continuum. L'important, c'est de déterminer comment est-ce que vous allez vous avancer. Une chose est certaine, il faut trouver des moyens de faire parler les élèves. Comment faire parler les élèves? Nous avons déjà vu comment enseigner les structures de phrases et du vocabulaire. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut utiliser les actions, les images et les stratégies pour faire parler les élèves. Je vais vous apprendre quelques mots en croate que nous allons utiliser avec les actions. D'abord, je vais les enseigner ces trois actions de façon explicite. Alors, skoči, dođi, stani. Maintenant, je vais faire la modélisation. Skoči, dođi, stani. OK, maintenant, nous allons faire la pratique partagée. Donc, je vais faire et dire les actions avec les élèves. Skoči, dođi, stani, dođi, skoči, stani, dođi, stani, skoči, stani, skoči, dođi. Ensuite, nous pouvons faire la pratique guidée. Donc, je vais inviter un élève à gérer les trois actions devant la classe. Donc, un élève qui a un petit peu plus de facilité peut-être et qui a pu retenir les trois actions, seulement trois actions, il va venir devant la classe et il va faire répéter la classe et faire les actions. Une fois que nous avons eu quelques élèves qui ont fait cette expérience et que nous sommes confiants que les élèves connaissent les trois mots et qui sont capables de les dire et de les faire, nous allons les mettre en partenaire. Donc, ils vont être avec un ami et ils vont à tour de rôle être celui qui mène l'activité, qui va donc dire à son ami « Skoči, dođi, stani ». Ensuite, ils vont changer de partenaire et comme ça, ils ont plusieurs occasions de pratiquer ces actions. Puis, c'est un petit peu de APQ en même temps. Nous pouvons aussi faire cette activité n'importe quand la classe a besoin de bouger. Une fois que nous avons fait cette activité, on peut la reprendre une autre journée. On peut alors ajouter les chiffres, compter 1, 2, 3, 1 put, 2 put, 3 put. Et comme ça, madame va utiliser ces trois chiffres pour dire que skoči, 3 puta, 1, 2, 3, stani, 1 put. Dođi, 1 put. Après 2 ou 3 jours, on peut rajouter d'autres actions.
Nous pouvons penser à quelles sont des actions contraires. Nous pouvons penser à une série d'actions. Nous pouvons utiliser les idées des élèves. Nous allons, pour le moment, nous avons juste utilisé une phrase, mais nous allons, pas une phrase, un mot, mais nous voulons en fait prolonger ça pour utiliser des phrases. Comme ça, les élèves vont pouvoir dire « je saute »,« tu sautes »,« saute avec moi »,« je veux que tu sautes ». Et comme ça, nous travaillons le français et nous nous amusons au même temps. Le but, c'est de faire parler les élèves. J'aimerais inclure AIM dans la discussion parce que je sais que nous avons plusieurs experts et que nous avons des ressources dans les écoles à AIM. AIM peut nous aider dans notre enseignement, mais ce n'est pas le curriculum. C'est un outil. Pour parler de leur pièce de théâtre, je trouve que leur démarche ne fonctionne pas pour moi. Quelques élèves parlent et d'autres répètent les mêmes phrases encore et encore. C'est la mémorisation et pas l'adaptation. Ils ne sont pas vraiment en train de communiquer. Alors, je trouve que ce n'est pas vraiment une utilisation efficace de mon temps de faire des pièces de théâtre pendant des mois. Cependant, pour l'utilisation des gestes, c'est formidable. Nous pouvons utiliser les gestes AIM pour aider les élèves à comprendre, pour aider les élèves à parler en phrases, pour pratiquer des phrases en grands groupes et pour avoir une base de vocabulaire et de structure de phrases que nous allons utiliser dans la lecture et à l'écriture. Encore une fois, si on utilise cet outil pour faire parler les élèves, ça peut marcher à merveille. Alors, je vous invite d'arrêter l'enregistrement ici et de penser à comment est-ce que l'utilisation des actions rend ma tâche d'enseignant plus facile. Dans le but de faire parler les élèves, nous allons exploiter les images et nous allons nous amuser avec ces images. D'abord, nous avons à enseigner les structures de phrases comme je vois, je pense que et je me demande. Comme ça, les élèves vont pouvoir décrire ce qu'ils voient, vont pouvoir inférer ce qui se passe et vont pouvoir réfléchir sur ce qu'ils croient avoir compris. Alors, les élèves vont adapter ces structures de phrases pour leurs idées. C'est personnel. Ils vont utiliser le vocabulaire ciblé et apprendre du nouveau vocabulaire. On va aussi les faire parler avec un partenaire pour gagner la confiance avant de devoir partager devant toute la classe. Nous pouvons choisir les images en fonction du curriculum, de la tâche actionnelle que nous sommes en train de faire, des sujets de bien-être pour les élèves ou tout simplement pour s'amuser. Nous pouvons toujours revenir sur la même image pour vérifier si nous avions raison. Tada! Et nous pouvons utiliser nos 3 structures de phrases pour expliquer ce qui a changé dans notre perception. Une fois que les élèves connaissent la routine des 3 phrases, on peut mettre les mêmes images dans un centre et les élèves pourront en parler avec leurs amis. En fait, toutes les activités que nous avons vues, une fois qu'on les a expliquées en salle de classe pour nous assurer que les élèves connaissent les structures de phrases et les routines, peuvent ensuite servir comme centre d'apprentissage. Puis, on peut utiliser les mêmes images pour écrire et pour faire de la lecture. Nous allons aborder cela plus tard dans la présentation. Alors, comment est-ce qu'on peut faire parler les élèves? On peut aussi utiliser des stratégies. Voici quelques exemples. Il y a pense, parle, partage, où les élèves vont d'abord réfléchir à ce qu'ils veulent dire, le dire à un partenaire et ensuite le partager en grand groupe. Il y a la stratégie oignon, où les élèves se mettent, il y a la moitié des élèves qui se mettent dans un cercle à l'intérieur, la moitié à un cercle à l'extérieur, et donc ils se parlent, une personne à son partenaire, puis on peut changer des places. Il y a des rencontres rapides où les élèves aussi, c'est avec un partenaire et puis ils changent souvent de partenaire. En cocktail party où les élèves se promènent en salle de classe pour trouver un partenaire.
On peut aussi utiliser dos à dos. Je ne sais pas si vous connaissez la petite chanson dos à dos, face à face. Je prends la main de mon partenaire et change de place. Et comme ça, il change de place et rencontre un nouvel ami. On peut aussi faire un rendez-vous. Alors ça peut aussi être une sous-tâche pour une tâche actionnelle. Et donc, nous avons besoin d'apprendre comment dire l'heure et de poser des questions et réponses. Est-ce que tu peux me rencontrer à 5 heures? Est-ce que tu peux me rencontrer à 3 heures? Non, merci, j'ai déjà rendez-vous. Alors, comme ça, les élèves vont apprendre un petit peu à faire rendez-vous au même temps que de changer de partenaire. Je vous propose également ici un site K2Learn où vous allez trouver d'autres stratégies qui sont expliquées comment est-ce que nous pouvons les utiliser en salle de classe pour faire parler les élèves. Lorsque nous utilisons une de ces stratégies, il faut enseigner les routines d'abord. Cela ne va pas marcher si on dit aux élèves, OK, aujourd'hui, nous allons essayer cette stratégie oignon. Vous allez parler à un partenaire dans un cercle et puis changer de partenaire. Allez-y. C'est garanti que ça ne fonctionne pas. Il va y avoir des élèves partout et un grand désordre en général. Et vous allez vous dire, cette stratégie ne fonctionne pas, on retourne à nos pupitres, remplir des feuilles photocopiées. Comme pour toute autre chose que nous apprenons, il faut enseigner les routines. Ça prend du temps et ça prend de la pratique pour les élèves et pour nous. Alors, je vous invite d'arrêter vos enregistrements pour réfléchir à comment est-ce que la création de routines rend mon travail plus facile. Passons maintenant à la planification. Nous allons voir des leçons en 3 parties et nous allons voir les tâches actionnelles. Alors, lorsque nous planifions une leçon, il faut considérer d'abord l'activation qui nous aide à nous préparer d'apprendre en nous mettant dans l'esprit d'apprentissage et en révisant nos connaissances antérieures. Puis, l'acquisition où nous allons mettre en pratique le nouvel apprentissage. Et finalement, l'ancrage, un élément essentiel, mais souvent sauté, qui nous permet d'intégrer ce que nous avons appris à ce que nous savons déjà. Dans la planification de notre leçon en 3 parties, il faut donc faire le retour sur les buts d'apprentissage et les critères de réussite. Il faut inclure l'enseignement explicite avec modélisation. Il faut permettre plusieurs occasions avec plusieurs partenaires de pratiquer ce que l'on vient d'apprendre et il faut s'assurer de consolider l'apprentissage. En suivant ce modèle pour l'organisation de nos leçons quotidiennes, nous créons une routine qui puisse rassurer nos apprenants qui est de l'anxiété face à l'apprentissage d'une langue additionnelle. S'ils savent à quoi s'attendre, ils se sentiront plus à l'aise de suivre et de participer d'une manière plus impliquée. Voici un exemple d'un gabarit de planification sur le site Transformons FSL dont vous pouvez vous servir pour vous assurer d'inclure ces 3 parties primordiales dans notre planification: activation, acquisition, ancrage. Les 3 A de l'apprentissage. Pour des exemples plus concrets de ce que nous pouvons faire pendant chacune de ces 3 parties d'une leçon, nous pouvons nous référer à cette fiche que je partage avec vous. Vous allez trouver beaucoup d'idées là-dedans. Une autre considération pour notre planification, c'est combien de temps allouer pour chaque compétence langagière. Pour répondre à cette question, il est utile de connaître les niveaux langagiers de nos élèves. Voici un tableau pour nous guider lorsque nous déterminons les compétences que nous allons travailler. Pour les niveaux débutants, A1, A2, nous allons passer beaucoup plus de temps en oral. Nous allons faire beaucoup de compréhension ou écoute
et beaucoup de production et interaction. C'est ici que nous développons la grammaire interne chez nos élèves et bâtissons les compétences qui vont les servir lors de leur apprentissage en lecture et en écriture plus tard. Arrêtez ici l'enregistrement pour réfléchir à comment est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous allez changer dans vos pratiques suite à ce que nous avons vu dans la planification d'une leçon en 3 parties. Passons maintenant aux tâches actionnelles. Nous avons déjà fait référence au CECR, le cadre européen commun de référence des langues, qui prône l'utilisation de la perspective actionnelle pour un apprentissage plus engageant et plus authentique pour les élèves. Examinons cette perspective d'un peu plus près pour mieux comprendre comment elle peut nous simplifier aussi la vie en français de base. Tout d'abord, précisons ce que nous voulons dire par tâche actionnelle. Pour être considérée une tâche actionnelle, il faut que la tâche réponde à 3 grands critères. D'abord, une tâche actionnelle a un but autre que l'engagé. En accomplissant cette tâche, l'apprenant va résoudre un problème, accomplir quelque chose ou réaliser un objectif. Deuxièmement, la tâche actionnelle va être authentique, c'est-à-dire va prendre le contexte du vécu des élèves. Il faut donc considérer les intérêts et le stade de développement des élèves. Quelles sont les tâches réalistes pour leur âge? D'autant plus, nous voulons que ce qu'ils apprennent se transfère dans d'autres contextes à l'extérieur de la salle de classe. Par exemple, décider ce qu'ils vont faire à la récréation peut servir les élèves quand ils doivent planifier une sortie au parc avec leurs amis ou planifier une fête en salle de classe. La tâche actionnelle comprend l'interaction sociale avec d'autres. En fait, en participant à une tâche actionnelle, l'élève est un acteur social qui accomplit le but grâce aux échanges, par l'oral ou par écrit, avec d'autres. Quels sont d'autres exemples de tâches actionnelles? Voici des exemples de tâches actionnelles qui se trouvent dans le guide de réflexion sur la perspective actionnelle. Comme apprenants débutants en français langue seconde, les élèves en français de base apprennent à communiquer pour répondre à leurs besoins les plus concrets, pour se présenter, pour poser et répondre à des questions simples au sujet de leur famille, de leur maison, de l'école, de leurs amis et de leurs intérêts. Les tâches actionnelles à ce niveau vont toucher au quotidien et tout ce qui est d'une pertinence immédiate. Par exemple, pour un débutant A1, la tâche actionnelle de se présenter à quelqu'un va consister à fournir son nom, son âge et peut-être une liste qui est dans sa famille et de ce qu'il étudie à l'école. Au niveau A2, il va déjà pouvoir nous décrire les membres de sa famille, nous raconter comment il passe son temps, nous expliquer ce qu'il fait avec ses amis. Et au niveau B1, il va pouvoir justifier ses choix. Les tâches actionnelles nous permettent alors une différenciation facile pour les élèves de différents niveaux. Nous pouvons tous travailler la même tâche, se présenter par exemple, chacun à notre niveau. On peut poser les mêmes questions, par exemple, parle-moi de ta famille. Et dépendant de son niveau, l'élève va pouvoir répondre avec des réponses simples ou plus complexes. Nous allons voir ceci en plus de détails tout à l'heure. Arrêtez l'enregistrement pour réfléchir à comment est-ce que les tâches actionnelles rendent mon travail plus facile. Voyons voir maintenant qu'est-ce que nous pouvons intégrer avec l'utilisation des tâches actionnelles en salle de classe. Si
avons une classe jumelée, c'est difficile de planifier deux tâches différentes, deux choses différentes pour chaque année. Heureusement, les attentes de notre curriculum français langue seconde sont très semblables d'une année à l'autre. Il s'agit alors d'ajouter un niveau de complexité langagière à l'année plus avancée. Si on prend par exemple une tâche possible de la troisième année, avec un léger ajustement, nous pouvons incorporer un élément qui correspond à la quatrième année et répondre aux attentes sans changer complètement de tâche. Ne vous inquiétez pas si vous n'allez pas toucher à un thème ou un autre lors de cette tâche. Pour répondre à la croissance en complexité langagière, les thèmes sont cycliques et vont se retrouver dans une autre tâche à un moment donné. L'avantage de cette planification double, c'est encore la différenciation qui se fait sans ajouter à notre travail. Les élèves en quatrième qui ont besoin de revoir certaines structures de phrases ou du vocabulaire vont avoir l'occasion de le faire. Et les élèves en troisième qui sont prêts pour un défi pourront participer aux éléments additionnels de la quatrième année. À tout moment, on soutient les élèves où ils se trouvent dans leur cheminement langagier. De même, si vous enseignez au niveau secondaire, vous pouvez toujours utiliser des tâches proposées en les adaptant aux élèves à ce niveau. Pas besoin de créer quelque chose complètement de nouveau chaque fois qu'on enseigne un nouveau niveau. Vous dites que vous avez déjà assez à planifier avec vos classes titulaires en immersion sans en rajouter à la planification pour le français de base. Vous pouvez intégrer les autres matières à vos tâches. Les arts, les sciences, la santé, l'éducation physique, les études sociales. Une des forces de notre curriculum français langue seconde, c'est qu'il nous permet d'intégrer le contenu que nous voulons pour travailler les compétences langagières et il faut en prendre plein d'avantages. Permettez-vous d'intégrer tout ce que vous aimez en français de base. Prenez un instant de réfléchir à comment est-ce que l'intégration rend ma tâche d'enseignement plus facile. Je vous ai promis que les élèves vont faire du travail pour vous et que vous n'allez pas tout faire. De toute façon, c'est bien connu que celui qui travaille, c'est celui qui apprend. Et vous avez déjà appris. Dorénavant, offrez cette occasion à vos élèves. Les élèves vont alors écrire des textes pour vous. Comment est-ce possible, Antonia? Eh bien, nous allons recourir à notre vieil ami, le transfert progressif de responsabilité. Vous allez commencer avec un exemplaire que vous avez écrit vous-même. Vous devez décider de niveau, de complexité et de longueur de texte, dépendant de où se trouvent vos élèves et ce que vous avez appris ensemble. Ensuite, vous allez faire plusieurs lectures de ce texte ensemble. D'abord, vous allez lire le texte. Et ça, c'est une partie très essentielle parce que c'est comme ça que les élèves vont apprendre comment bien prononcer ce qu'ils lisent. Si vous offrez des phrases ou des paragraphes aux élèves à lire en français et qu'ils ne savent pas toutes les règles de grammaire et comment prononcer les mots, ils vont mal lire les mots, ils vont apprendre à mal lire les mots. Je vous ai mis un exemple ici dans la bulle. J'ai mangé les bonbons tout le temps. Si vous ne lisez pas pour vos élèves et qu'ils ne savent pas comment prononcer les élèves, ils vont dire « j'aime manger les bonbons tout le temps ». Et c'est comme ça qu'ils vont lire. Et on ne veut pas qu'ils apprennent à lire comme ça parce qu'ils apprennent mal. Alors, il faut toujours servir d'exemple pour nos élèves en français de base. Ensuite, on peut lire en chœur, donc tout le monde lit ensemble. On peut lire par groupe. Chaque groupe, par exemple, peut lire une phrase ou un paragraphe. On peut lire après individuellement, mais toujours à haute voix. Et vous pouvez aussi relire pour remarquer les structures de phrases que vous avez ciblées et le vocabulaire. Nous allons donc toujours nous garder au transfert progressif de responsabilité pour
pour montrer aux élèves comment écrire les phrases. Donc ici, c'est vous. Vous avez montré un exemple de ce que vous avez écrit. Ensuite, vous allez écrire quelque chose avec les élèves. Après, vous allez laisser les élèves écrire eux-mêmes. Alors, voyons voir un exemple de texte que vous pouvez écrire. Donc, voilà, mon texte, c'est « J'aime manger ». Et je vous montre ici comment nous pouvons écrire un texte. On peut utiliser le même genre de texte pour les différents niveaux. Alors, par exemple, en noir, c'est ma phrase de niveau A1. En orange, c'est ce que j'ai ajouté pour la rendre à un niveau A2. Et en vert, c'est ce que j'ai rajouté pour la rendre à un niveau B1. Donc, on peut simplifier la phrase pour les élèves plus débutants et on peut élaborer en utilisant des adjectifs et des adverbes et d'autres structures. Comme ça, on peut élaborer les phrases pour en avoir des phrases plus complexes. Alors, vous auriez écrit un texte. Vous auriez écrit un texte ensemble avec vos élèves. Les élèves auraient écrit chacun un texte. Ça fait combien de textes à lire? Ça fait combien de textes qui utilisent les structures de phrases et le vocabulaire appris? Pensez-vous que les élèves seront motivés à lire les textes qu'ils ont écrits eux-mêmes et que leurs amis ont écrits? Et comment? Maintenant, il faut décider quoi faire avec ces textes. Une fois que nous avons lu les textes ensemble, nous pouvons les utiliser dans les centres. On peut demander aux élèves de classifier les textes. Quels sont les textes qui sont comme moi? Quels sont les textes qui ne sont pas comme moi? On peut demander les élèves de voir qu'est-ce qui est nouveau pour moi et qu'est-ce que je veux essayer tout de suite, que mon ami aime. On peut demander aux élèves de commenter les textes. J'aime ceci comme toi. On peut leur demander de laisser un message, d'attribuer un prix, de trouver un nouveau mot, de poser des questions. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec un texte. D'autant plus, si vous enseignez les classes en immersion, ces classes-là peuvent écrire des textes pour vous et en tirer des bénéfices aussi. Ils vont bâtir la confiance parce qu'ils auront vu combien ils ont appris pendant leur apprentissage langagier eux-mêmes. Ils vont réviser et activer leurs connaissances antérieures des structures de phrases et du vocabulaire qu'ils connaissent déjà. C'est pareil pour les classes en français de base plus âgées. Eux aussi, ils peuvent écrire des textes pour les plus jeunes. Et vous allez garder ces textes précieux pour l'année prochaine et pour vos autres classes qui vont les lire aussi. Quelles sont des idées que nous pouvons utiliser pour le début de l'année? Alors, on peut écrire des textes avec des phrases nécessaires pour les situations à l'école. Alors, par exemple, peux-tu m'aider à la récréation, je, quand j'ai un problème, je, est-ce que je peux? On peut aussi enseigner les phrases pour connaître ses élèves au début de l'année. Par exemple, dans ma famille, il y a, avec mes amis, je, après l'école, je, pendant la fin de semaine, je. Alors, toutes sortes de débuts de phrases, toutes sortes de structures de phrases qui peuvent nous servir comme amorce pour les textes écrits. Prenez un petit moment pour réfléchir à comment est-ce que faire écrire les élèves rend mon travail plus facile et leur apprentissage plus riche d'ailleurs. Voici que nous arrivons à la fin de notre session sur le français de base. Pour faire la consolidation de la session, je vous invite d'arrêter une dernière fois l'enregistrement pour vous offrir l'occasion de penser à une chose que vous allez commencer à faire tout de suite, suite à cette session, une chose que vous allez arrêter de faire et une chose que vous allez continuer à faire. Merci de votre assistance à cette session Français de base 101 pour plus de résultats et moins d'efforts. C'est mon espoir
que suite à cette session, vous allez vous sentir plus confiant et moins épuisé. Bonne continuation à la prochaine session de cette conférence OMRTA été 2021.